Bon, je pense qu'on peut commencer. On a assez de monde, ouais. On peut commencer. Yes. Yes. Alors, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir avec ESSEC Transactions pour ce talk. On est très heureux, Walid et moi, et l'asso ESSEC Transactions, de recevoir Johan Lopez, qui est le fondateur de la newsletter Snowball depuis un peu plus d'1 an, et qui est une newsletter qui explique comment gérer et faire ses premiers investissements, gérer son argent et faire ses premiers investissements. Johan, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et par la même occasion présenter Snowball? Ouais, carrément. Ouais. Bah, déjà, salut tout le monde. Déjà, et merci pour l'invite aussi. Très cool. Donc moi, rapidement, j'ai travaillé 7 ans, ouais, quasiment 8 en marketing, en startup, après des études en économie à la fac. Et donc, en mars 2020, je lance un petit side project, bah, du coup, cette newsletter sur les finances perso, donc, que j'ai appelé Snowball, sans pour objectif, enfin voilà, sans vraiment, sans aucune prétention. Je savais pas trop ce que ça allait devenir. Et finalement, bah, ça a vite pris, ça a vite décollé. Et j'ai décidé de me consacrer 100% sur le sujet Snowball en août 2020. C'est la date à laquelle j'ai quitté Comet, donc, qui était mon ancienne boîte où j'étais directeur marketing. Et voilà. Et donc Snowball, en gros, l'objectif, bah, il n'a pas vraiment beaucoup évolué par rapport au début, mais du coup, j'avais plein de potes qui me demandaient des conseils, ou de la famille sur voilà, comment investir, quels produits utiliser, comment faire. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal donc de créer du contenu, plutôt voilà, du contenu éducation autour de ce sujet, alors qui est assez vaste, hein. Ça va de comment tu gères ton budget jusqu'à comment tu vas investir en bourse, en crypto, comment tu crées une stratégie d'investissement, est-ce que c'est intéressant d'investir 50 euros, 1000 euros, 10 000 euros, bref, toutes ces questions. Et voilà. Et aujourd'hui, donc Snowball, c'est une newsletter, mais vu que en gros, j'ai décidé d'y consacrer beaucoup de temps, j'ai aussi décidé de l'amener plus loin que la simple newsletter. Et demain, j'aimerais bien construire voilà, un vrai produit, une vraie entreprise autour de cette première communauté. Donc voilà. Ah, c'est beaucoup trop cool. Et le produit ressemblerait à quoi? On peut avoir un petit teaser dessus? Ouais, bien sûr. Bah, en gros, moi, tu vois, j'utilise plein de produits différents. Alors, Revolut, Coinbase pour les cryptos, Binance, Yomoney pour le PEA, etc. Et j'aime bien la plupart des produits, tu vois, je les aime bien. Sauf qu'il y en a beaucoup, je trouve que c'est juste, en gros, ils te proposent d'accéder à une forme d'investissement, mais sans trop te guider, ou alors en te guidant, mais de la mauvaise façon. Tu vois, je sais pas s'il y en a certains qui utilisent eToro ici ou Robinhood aux États-Unis, mais en gros, c'est des apps qui te poussent un peu à pas faire forcément les bons choix, tu vois, genre à prendre ça un peu comme un casino, quoi. Alors j'adore eToro, j'adore Robinhood, elles sont ouf ces apps, mais je trouve qu'il y a quand même un désalignement entre l'intérêt de l'investisseur et de la boîte. Et donc moi je me dis, j'adorerais avoir une sorte de hub financier, un peu comme ce que fait Alan aujourd'hui. Ceux qui connaissent pas, Alan, c'est une startup qui est dans la santé. Alors, ils ont commencé par la partie mutuelle, et leur objectif, c'est de devenir un hub santé. Donc, c'est-à-dire que tu pourras prendre rendez-vous avec ton médecin, consulter, poser une question à un médecin, recevoir une réponse dans les 2 heures. Bon, bref, ils deviennent un peu la super app de la médecine. Et du coup, moi, je trouverais ça vraiment cool de devenir un peu la super app de cet univers des finances perso qui est assez vaste. Alors, voilà, c'est sur du moyen long terme, mais c'est un peu l'objectif, quoi. Donc, tu aies accès à de l'éducation, du conseil, et aussi des outils pour investir. Donc, acheter des actions, ouvrir un PEA, ouvrir une assurance vie, enfin, tout ça, quoi. Ok, Voilà. super. Et pour parler un petit peu donc de la newsletter, aujourd'hui Snowball c'est avant tout encore une newsletter. Comment Ouais. est-ce que tu t'y prends pour rédiger une édition de Snowball en général et notamment comment tu fais pour choisir les plateformes que tu mets en avant dans une édition donnée? Déjà, sur les sujets, c'est le gros avantage de cet univers, c'est qu'il est quasiment infini. Enfin, je pense que c'est pour ça que j'aime bien cet univers aussi, parce que un peu comme l'univers des startups, il y a toujours des nouveaux trucs qui se passent, des nouveaux produits, des nouveaux outils, des nouveaux paradigmes presque, avec les cryptos là qui sont en train de naître. Bon, bref, c'est un vaste sujet. Donc, trouver des sujets, c'est hyper simple. En général, je pars de un truc qui m'intéresse moi personnellement. Et je me dis, si c'est un sujet qui m'intéresse, je pense que ça va en intéresser beaucoup d'autres. Donc, c'est un peu comme ça que je fais mon premier filtre. Et en général, tu vois, pas mal de gens d'ailleurs
je pense que c'est intéressant en tant qu'étudiant aussi, tu vois, parce que c'est cool de de commencer à créer sa marque perso. Mais beaucoup de gens me posent des questions, tu vois, sur le fait de créer du contenu sur LinkedIn ou autre. Et je leur dis toujours, bah, commencez par sélectionner des sujets, des thèmes qui vous intéressent, et après, ça coule tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Et après, sur les produits, bah, c'est dur à dire. En vrai, pareil, tu vois, ça vient d'un premier intérêt que j'ai, moi, pour une catégorie d'actifs financiers, donc que ce soit des cryptos ou autres. Et vu que je lis énormément, je fais beaucoup de veille dans cet univers, bah, des fois je tombe sur des nouveaux produits, du coup je vais aller le tester, et si je trouve que c'est un produit cool, en général, bah, je vais le partager. C'est rare que je partage un produit sans l'avoir vraiment testé moi-même, parce que bah, voilà, j'ai pas envie de proposer de la merde, quoi, et du coup c'est un peu comme ça que je sélectionne tout ça. Ok, trop cool. Et du coup, on a reçu une question en parlant d'investissement de Lina avant la conférence, qui Ouais. demandait si, avec ces investissements, c'était possible de s'arrêter de travailler avant 35 ans. C'est plutôt un mythe ou ça doit être la question qu'on te pose souvent. Du coup, on aimerait un peu savoir. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui nous regardent à poser leurs questions dans le chat si elles en ont. Je pense que j'avais dit 40, hein, j'étais un petit peu moins ambitieuse. C'est possible, ouais, c'est possible. Tu as voulu augmenter le challenge, David. Donc, bah, en vrai, je dis, enfin, c'est comme tout, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse, et tout est possible. Et en effet, si tu commences je sais pas, je dis n'importe quoi, mais imagine, tu commences à 18 ans à bosser, tu vis comme un moine, tu dépenses quasiment pas d'argent, tu arrives à créer un petit business à côté qui génère de l'argent en plus de ton travail. Et tu l'investis cet argent, donc c'est-à-dire que si tu as commencé à 18 ans, à 35 ans, ça fera 17 ans que 17 ans, ouais, c'est ça, ouais, 17 ans non, plus, ouais, non, c'est ça, 17 ans que tu as investi. Je suis pas très bon en calcul mental. Et selon la période à laquelle tu nais, tu vois, là, aujourd'hui, on va dire que tu serais né dans un marché plutôt haussier, tu vois, parce qu'on est dans des marchés financiers qui sont quand même en forte croissance depuis pas mal de temps. Donc oui, tu aurais eu un gros pactole. Et après, encore une fois, tu vois, partir à la retraite, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu dépenses 1 500 € par mois et ça te suffit? C'est largement, enfin, c'est possible. Tu peux pas vivre à l'étranger, en Thaïlande, où le coût de la vie est beaucoup moins cher. Donc ouais, ça dépend de plein de paramètres, mais en gros, la réponse courte, c'est oui. Après, c'est quel style de vie tu as envie de mener, quoi. Et quel boulot tu as fait, comment tu as pu épargner. Donc, enfin, ceux qui s'intéressent à ça, il faut qu'ils suivent un peu le mouvement FIRE. C'est l'acronyme de Financial Independence, Retire Early. Ouais, c'est ça, FIRE. Et il y a un blog qui est vachement connu, c'est un peu le gourou de cet univers, c'est Mister Money Moustache. Donc c'est un Américain et qui a un blog sur ce sujet-là. Et en France, la personne qui gère ce sujet, enfin qui est un peu l'évangéliste en France, c'est Victor Laura. Il a écrit un livre d'ailleurs sur le sujet, et je crois que d'ailleurs le livre s'appelle Prendre sa retraite à 35 ans ou à 40 ans, je ne sais plus, mais un truc dans le genre. Et du coup, lui, sur son site, il fait... parce que ouais, le mouvement FIRE, ça nécessite en général beaucoup de discipline, parce que du coup, tu dois épargner énormément d'argent, le plus possible. Donc, ça veut dire... alors, là, je vais faire un anglicisme, mais je ne sais pas quel est le mot en français, mais c'est la frugalité. Quand on dit frugal, en général, c'est pour la bouffe en France, mais aux États-Unis, c'est pour dire que tu dépenses pas beaucoup d'argent, quoi. Et donc, ouais, voilà, ça peut être ça, si tu veux le résumer. Mais donc, ouais, d'être... pas mal radin, ou alors de se priver beaucoup sans être forcément radin, et de mettre énormément d'argent de côté et d'investir tôt, quoi. Mais voilà, mais moi, c'est pas... tout le monde, on a tous notre vision de l'indépendance financière, et je pense qu'elle est différente pour tous. Moi, j'ai pas envie de prendre ma retraite à 35 ans, j'ai plus envie de me dire, je peux bosser sur les sujets qui m'intéressent, tu vois, c'est ma forme d'indépendance à moi. Après, si c'est juste, j'ai plus du tout envie de travailler et j'ai envie de faire que des loisirs, tu vois, c'est pas du tout la même indépendance, et ça nécessite pas les mêmes sommes, quoi. Donc voilà, pas évident à répondre à cette question. Ok. En effet, mais super réponse en tout cas. Peut-être pas une vie opulente pendant encore 20-30 ans, mais quand même, il y a quand même de quoi faire.
Ouais. On va passer, on va rester encore un tout petit peu des questions un peu générales avant de rentrer dans les différents types ou solutions que tu abordes dans tes newsletters pour Mhm. investir, notamment quand on est étudiant. Alors, Ouais. d'abord, est-ce que globalement, d'après toi, dans quels actifs il faudrait absolument investir aujourd'hui? Donc, en 2021, voilà, Ouais. on est étudiant, on a envie d'investir. Dans quoi il faut aller? Je pense que l'avantage qu'on a aujourd'hui, je pense que, tu vois, là, je t'aurais dit, si on était en 2000, je t'aurais peut-être dit une réponse différente, sauf qu'aujourd'hui, on a la chance, grâce aux nouvelles technologies, justement à arriver à pouvoir investir, enfin, à arriver euh, on peut diversifier hyper facilement. En gros, ces investissements, on n'est pas obligé de dire j'investis que dans les marchés financiers, donc dans les actions d'entreprise, ou que les cryptos, ou que l'immobilier. On a la chance de pouvoir accéder à tout ça de façon hyper simple. Donc aujourd'hui, je te dirais, quand on a une petite épargne mensuelle, ce qui est souvent le cas des étudiants, et même, enfin voilà, même moi, tu vois, en tant que je suis plus étudiant, mais j'ai pas des milliers d'euros à investir tous les mois. C'est plutôt entre 0 et 500 euros, tu vois, par mois, quoi. Donc c'est pas énorme non plus. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a je pense qu'il y a les deux marchés principaux, on va dire, qui sont les plus simples d'accès, c'est les actions et les cryptos. L'avantage des actions, on va dire, c'est que le risque est quand même élevé, mais qui est beaucoup moins élevé qu'avec les cryptos. Par contre, du côté crypto, le risque, il est beaucoup plus fort, mais le reward que tu peux obtenir, donc le potentiel retour sur investissement est assez gigantesque. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'allouer une petite partie de son portefeuille. Je pense, moi aujourd'hui, je suis assez convaincu du futur des cryptos, d'allouer une petite partie de son portefeuille aux crypto-monnaies. Donc tu vois, moi, par exemple, c'est à peu près 20% de ce que j'investis. Et je ne suis pas du tout exotique sur les cryptos que je choisis. Je reste assez basique parce que je n'ai pas forcément le temps. C'est aussi une question de temps, hein, l'investissement, c'est combien de temps tu peux allouer à ça. Du coup, moi, je me suis focalisé sur les deux principales, le Bitcoin et l'Ethereum. Et tous les mois, je mets la même somme sur les deux actifs. Parce que je suis assez persuadé que voilà, dans 10 ans, ils seront toujours là et ils seront beaucoup plus adoptés par la masse, enfin, voilà, par les gens, par la population mondiale. Et après, le reste, pour moi, quand on est jeune, je pense qu'on commencer crypto et actions, c'est top. Et quand on parle des actions, là, il y a plusieurs trucs dans les actions. Il y a plusieurs coquilles, on va dire, qui existent. Il y a le PEA, donc c'est un produit que tu ouvres chez ta banque, Boursorama, Bourse Direct, Société Générale, ils en ont tous un. Le PEA, c'est que tu peux mettre des actions européennes à l'intérieur et bénéficier d'avantages fiscaux au bout de 7 ans. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'ouvrir ça quand on est très jeune et d'y mettre un peu d'action dedans facilement. Donc moi, je suis chez Boursorama parce que c'est le plus simple. On peut acheter les actions en ligne et c'est hyper facile d'utilisation. Après, il y a l'assurance vie. Et là, à chaque fois, ça peut être du 50 euros par mois. C'est pas obligé que ce soit des grosses sommes, hein, loin de là. Après, il y a l'assurance vie. Et pareil, l'assurance vie, c'est hyper important de le faire tôt. Parce que, encore une fois, au bout de 7 ans ou 5 ans, je ne sais plus exactement, 5 ou 7, mais où il y a un palier, je ne sais plus exactement, j'ai oublié. Mais il y a des avantages fiscaux aussi. Donc, et là, c'est ce qu'on dit en général, c'est que vous pouvez très bien ouvrir votre assurance vie à 20 ans, quasiment rien mettre à l'intérieur. Mais par contre, dès que vous pouvez épargner, je ne sais pas moi, à 30 ans, etc., vous commencez à mettre de l'argent à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est prendre date pour l'ouverture de l'assurance vie parce que c'est la date d'ouverture qui va compter et pas forcément le montant que vous avez mis à l'intérieur. Et après, il y a le compte titre classique. Bon, ça, c'est ce que vous pouvez ouvrir sur eToro, sur Revolut, sur Saxo. Enfin, il y en a plein.
Et voilà. Donc, je pourrais rester des heures, mais je vais vous donner juste 2 ou 3 outils sur chaque truc. Donc, PEA, pour moi, c'est Boursorama qui est très simple à utiliser. Assurance vie, vous pouvez utiliser Yomoni ou Nalo. C'est 2 startups françaises qui sont hyper simples à utiliser. Et en gros, vous virez 50 € tous les mois et c'est eux qui se gèrent de placer votre argent selon votre profil risque. Et après, sur le compte titre, sur le compte titre, par contre, c'est à vous de choisir les actions. Donc, ça demande un peu plus d'effort. Et donc là, moi, ceux que j'utilise, c'est donc Trading 212 et Interactive Brokers, parce que je trouve que c'est les 2 plus sérieux et les 2 plus simples d'utilisation. Mais encore une fois, vous avez des Revolut, vous avez eToro qui sont très bien. Et voilà quoi. Donc ouais, c'est réponse longue, désolé. Mais Pas de souci, c'était une réponse super. D'ailleurs, tu mentionnais la différence de risque entre les ouais, différentes solutions qu'on peut prendre. ouais. Toi, comment tu évaluerais ton niveau de risque personnellement? Moi, je pense il est assez élevé parce que je suis encore jeune. Moi, je suis un peu plus vieux que vous, mais j'ai 33 ans. Je pense que voilà, il me reste quand même de nombreuses années devant moi. Et en général, plus on est jeune, plus on peut se permettre de prendre du risque. Alors, encore une fois, là, je fais une généralité et on n'a pas tous la même situation. Enfin, voilà, quelqu'un, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un étudiant. Je sais pas moi, il a plus de famille, voilà, il a un job et il est le seul à pouvoir comment dire, s'occuper de lui-même, quoi. Il n'aura pas le même risque que une personne comme moi. Si demain, voilà, si demain il y a tout qui s'écroule dans ma vie, je peux retourner chez mes parents, quoi. Donc on n'a pas du tout le même risque, je pense. Donc c'est à prendre en compte. Donc voilà, moi aujourd'hui, ma situation, je sais que si demain je dois retrouver un boulot, c'est assez facile de retrouver un boulot. Si j'ai un peu d'argent de côté, donc je peux me permettre de prendre plus de risques. Donc c'est pour ça que voilà, comme je te disais, hein, j'investis un peu en crypto, un peu je choisis moi-même les actions dans lesquelles j'investis, etc. Donc voilà, donc à prendre en compte sa situation pour évaluer son taux de risque, mais en général, plus on vieillit, plus on va avoir un risque qui est faible parce que du coup, potentiellement, on aura besoin de liquidité plus tôt parce que tu vois, quand on s'approche de la retraite, qui dit retraite dit plus de rentrée d'argent liée au travail et donc il va falloir que tu ailles piocher dans ton épargne, quoi. Et tu n'as pas envie que ton épargne, imagine, il y a un crash boursier comme il y a eu en mars dernier. Tu as ton portefeuille d'actions qui perd 40%, en fait, tu n'as pas envie de ça quand tu pars à la retraite. Donc, plus tu avances dans la vie et plus tu investis dans des actifs qui sont moins risqués. Donc, voilà. Ok, super clair. Je me permets de dire bonjour aux 25 étudiants qui viennent de nous rejoindre. On a rapidement, pour vous résumer, on a parlé un peu d'investissement sur plusieurs plateformes et Johan nous a présenté Snowball et son parcours. Et donc, je vous le redis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Ouais. J'avais d'ailleurs une petite question un peu personnelle sur toi, Johan. C'est quoi tes performances, si ce n'est pas indiscret, sur tes différents investissements? Ouais, en gros, moi, j'ai commencé à investir assez tôt. Je pense que j'avais commencé soit un peu avant, je sais jamais, il faudrait que je recherche dans mes, dans mes historiques, mais je crois que j'avais commencé un peu avant 2008, donc un peu avant la crise financière. Et je me souviens à l'époque, j'avais fait un truc débile, enfin qui était débile, mais j'ai eu de la chance, donc à ne pas reproduire, parce que des fois les gens ils ont de la chance, mais en gros j'avais mis, je crois, toutes mes économies, je sais plus à l'époque, mais peut-être 2000 € ou un truc comme ça, sur du Apple, parce que j'adorais Apple. Et voilà, j'avais pas fait de recherche plus que ça. Et voilà, bon, il s'est avéré que longtemps après, c'était un très bon investissement. Donc voilà, donc j'ai commencé après 2008, j'ai commencé à diversifier, à acheter d'autres actions, plutôt sur la tech parce que c'est un sujet qui me passionne et je pense que c'est le plus dynamique encore aujourd'hui. Donc en gros, en juin 2020, donc quelques mois après le crash Covid, puis la remontée, si je me souviens bien, je crois que j'étais à 280%, un truc comme ça, par rapport à mon portefeuille du début, quoi.
Donc ouais, à peu près ça. Et après, donc, à ce moment-là, j'ai décidé de tout vendre parce que, en gros, mon portefeuille était devenu déséquilibré. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, j'ai décidé de tout vendre pour repartir à zéro avec une nouvelle stratégie et tout ça. Et donc là, depuis ce moment-là, je crois, donc ça, j'ai recommencé à investir en janvier. Ouais, c'était ça en janvier, un peu avant peut-être, janvier 2021. Les cryptos, j'ai commencé à réinvestir un peu avant, donc c'était plutôt en mars 2020. Donc sur les cryptos, en vrai, je peux regarder là, mais je pense que je suis à. Aujourd'hui, c'est pas compliqué de réussir sur le marché des cryptos, hein. Vu que tout est haussier, mais sur les cryptos, je suis à 351% en un an, quoi. Donc, mais voilà, il faut pas se dire que ça va être comme ça ad vitam aeternam, quoi. Et sur les actions, je suis quasiment là, il y a eu une grosse chute, donc j'étais à 20% il y a 2 semaines, et puis là, je suis retombé à 5%, mais bon, ça fait que 6 mois que j'ai réinvesti. Donc en repartant de zéro, mais voilà, il faut voir sur plusieurs années, tu vois, sur 10 ans, j'avais fait 300%, là sur 6 mois, évidemment, ce sera plus faible, quoi. Voilà. Ok. Bah, justement, ça fait plusieurs fois donc, que tu mentionnes les cryptos et ça mérite qu'on y passe un petit moment de cette discussion. Ça intéresse beaucoup d'entre nous. Alors d'abord, Bitcoin ou Dogecoin? Je dirais majoritairement Bitcoin et Dogecoin pour s'amuser un peu, parce que c'est important de s'amuser. En effet. Pour être un peu plus sérieux, effectivement, tu disais donc tout à l'heure que les cryptos, elles ont explosé Ouais. récemment. Est-ce que tu penses que ça reste un bon investissement? Si oui, pour encore un petit peu combien de temps, si tu le sais, enfin, si tu l'estimes? Si Ou je est-ce qu'on est savais. plutôt dans une grosse bulle et il vaut mieux éviter ça? Oui, ça faisait question classique. En fait, je pense que la première question à se poser, c'est quand on investit dans un produit, dans un actif, dans une entreprise, dans une start-up, enfin dans n'importe quoi en vrai, c'est de se dire est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, je crois que cette entreprise, le Bitcoin, l'Ethereum, etc., aura comment dire, un impact encore plus fort que ce qu'il a aujourd'hui. Par exemple, je me dis, est-ce que dans 10 ans, Apple sera toujours le leader sur, je sais pas moi, sur ce qu'il va y avoir après le smartphone ou autre? Est-ce que Tesla, en fait, elle va prendre vraiment le lead sur les véhicules électriques? Si en plus de ça, elle va se lancer dans l'univers de l'assurance, des robots taxis, etc., etc. Donc en gros, c'est essayer de se projeter, évidemment, de lire beaucoup de choses autour de ça. Voilà, de parler avec des experts et autres, et donc de se dire ok, j'y crois, quoi. Je crois que le Bitcoin demain ça va remplacer l'or, ou je crois que l'Ethereum c'est un peu le futur de l'internet, parce que c'est un système complètement décentralisé par-dessus lequel tu peux construire des applications, et du coup je pense que le futur est décentralisé, donc l'Ethereum aura un vrai rôle à jouer. Donc ça, c'est la première question à se poser. Et si tu te dis ça, tu peux très facilement te dire, bah oui, enfin, je pense qu'aujourd'hui, l'Ethereum, il est à quoi aujourd'hui, 3500 $. Je pense que dans 10 ans, bah ouais, s'il continue sur cette lancée, et qu'au lieu d'avoir 30 millions de personnes qui utilisent, je dis au hasard 30 millions, mais c'est pas, je crois qu'il y a 1 million d'utilisateurs de tout ce qui est finance décentralisée. Donc, toutes les applications qui sont sur le réseau Ethereum, 1 million, hein, c'est rien du tout. C'est un peu comme si on était en 95 sur Internet. Et du coup, on se dit, est-ce qu'en 2040, il n'y aura pas plutôt 2 milliards ou 3 milliards de personnes sur ça? Et là, je me dis qu'en fait, si c'est le cas, les 3500, ils seront largement dépassés. Alors, c'est pour ça, si je connaissais le futur, je serais déjà milliardaire. Mais du coup, c'est comme ça que je raisonne, et je suis encore très optimiste. Et le jour où je deviendrai pessimiste, là, je me dirais, OK, bon, c'est peut-être le moment de sortir de cet investissement, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et donc, pour savoir si c'est le bon moment ou pas pour investir, c'est jamais le bon moment. Il y aura toujours une personne qui te dira là c'est trop cher,
le marché vient de se crasher, donc ça veut dire que ça ne va jamais remonter. Il y aura toujours on trouvera toujours un bon moyen d'investir, enfin de ne pas investir. Donc moi, je me dis, autant le plus simple, en fait, c'est de se lancer à un moment et en fait d'investir très régulièrement. Parce que imagine, je dis n'importe quoi, mais imaginons, OK, aujourd'hui, l'Ethereum, il est à 3500. Il est à son plus haut niveau de tous les temps. Imagine, j'achète 500 euros d'Ethereum aujourd'hui. Donc, très bien. Demain, il s'écroule. Paf, il retombe à 1000 dollars. Là, tu te dis merde, mes 500 euros, ils se sont transformés en 200 et quelques. Donc, pas cool. Sauf que, non, en fait, tu te dis, non, en fait, j'y crois à cet Ethereum. Vas-y, tu peux continuer. C'était un participant. Je me mute, ouais, c'est bon. Oui, non, ça arrive, les joies de Zoom. Et du coup, je disais, ouais, donc l'Ethereum s'écrase. Mais du coup, je me dis, ouais, je suis encore très optimiste par rapport à ça. Donc, le mois prochain, je vais remettre 500 euros. Donc, en gros, comment dire, tu vas équilibrer, tu vas lisser tes points d'entrée en investissant très régulièrement sur le même actif. Donc ça, c'est une stratégie qui est vachement connue. On appelle ça du DCA, donc c'est du dollar cost averaging. Donc en gros, c'est de se dire, j'investis. Normalement, c'est se dire, j'investis la même somme à intervalles réguliers, mais bon, c'est pas forcément obligé que ce soit la même somme, quoi. Et donc voilà. Donc moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est que je me dis, j'investis régulièrement. Des fois, ce sera haut, des fois, ce sera plus bas. Des fois, ce sera encore plus haut et ainsi de suite. Mais par contre, sur 20 ans, il y aura forcément si tu crois en cet actif et qu'il continue dans le bon sens, il sera forcément à un niveau plus élevé, quoi. S'il est plus bas, c'est qu'il y a eu un changement majeur quelque part. Et bon, ça, tu peux pas forcément le prévoir, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses, quoi. D'ailleurs, de ton point de vue, est-ce que tu comptes continuer C'est une question qu'on nous a à peu près posée dans le chat et que je me permets de modifier. C'est une question de Pierre Thierry qui dit l'ETH a pris 32% depuis le début du mois. Est-ce que tu continues le DCA? Et est-ce que tu le continuerais même si on repassait en bear market, s'il y avait un peu un crash des cryptos? Ouais. Moi, je te dirais, ouais, au contraire. En vrai, je serais content que demain, tout s'écroule et le Bitcoin, il tombe à 10 000. Alors, je serais content qu'il tombe à 10 000 pour certaines raisons, mais pas pour d'autres. Tu vois, genre, imaginons tout le monde se met à vendre et c'est un effet de foule, donc pas très rationnel. Là, je serais vraiment content. Je me dirais, tiens, je vais en acheter plein, quoi. Je vais y aller à fond. Par contre, si je sais pas, moi, il y a un truc plus grave, je dis n'importe quoi, mais il y a un hack énorme sur le réseau Bitcoin et en gros, du coup, ça remet en cause tout le système. Voilà, je me dis merde, il y a un souci. Et là, je me dirais, bon, ok, c'était pas forcément un bon investissement et c'est là que tu es content d'avoir diversifié tes investissements. Et donc ma réponse est oui, je continue à investir dans l'Ethereum et même s'il y a un bear market, je continuerai à investir et je te dirais même que j'investirai davantage. Et voilà. Mais ça dépendra des raisons, forcément. Donc voilà. Il faut toujours observer c'est ça, en gros, si toi, en tant qu'investisseur et le marché dans sa globalité est toujours optimiste pour un actif en particulier, c'est bon signe pour continuer à investir dedans, tu vois. Mais par contre, si tout le monde commence à devenir pessimiste ou même, tu vois, je sais pas, moi je dirais n'importe quoi, mais imagine, on prend Tesla, voilà, Tesla se fait bannir de Chine, je sais pas moi, les voitures sont interdites en Europe parce qu'il y a eu des accidents. Elon Musk démissionne de la boîte. Là, tu dis, OK, ça sent mauvais, quoi. Là, tu dis, OK, clairement, c'est pessimiste dans tous les sens, quoi. Et là, du coup, tu commences à te poser des questions, mais tant que tu as des bons signes pour le futur, je pense que il faut continuer à investir régulièrement. Et c'est la meilleure façon de commencer à construire son capital et de faire marcher les fameux effets boule de neige et les intérêts composés, quoi. D'où le snowball.
exactement. Là, trop cool. Ben, j'ai une petite dernière question sur les crypto-monnaies avant de passer peut-être à l'immobilier. Aujourd'hui, on peut gagner des intérêts avec ces crypto-monnaies. Tu en as fait d'ailleurs une édition de Snowball, notamment avec des plateformes comme Swissborg, Celsius ou Nexo. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que le business model est solide et que ça vaut le coup de mettre son argent dessus? Ouais, en gros, le business model à l'heure actuelle, il est solide. En gros, c'est le business model de ces plateformes comme Nexo, BlockFi ou Celsius, c'est assez simple, hein. Des gens déposent de l'argent ou des crypto-monnaies sur leur compte Nexo, peu importe. Et ensuite, Nexo va prêter de l'argent à des personnes qui en ont besoin. Donc, en gros, c'est une banque, sauf que les dépôts, c'est des crypto-monnaies ou des monnaies fiduciaires, donc euros, dollars, etc. Et donc, ils vont se faire de l'argent avec un taux d'intérêt, donc avec un taux d'intérêt qu'ils vont faire payer aux personnes qui empruntent, et ils vont pousser les gens à déposer leur argent en proposant un taux d'intérêt. Donc, si moi je dépose 10 000 euros, je peux avoir jusqu'à 8%, 10% d'intérêt sur mes 10 000 Ouais, euros. c'est des intérêts qui sont assez hauts quand même. J'ai Ouais, lu des ouais. 12% sur des stablecoins. Ouais, des fois, enfin, si tu vas dans la finance décentralisée, des fois, tu as des 50%. Et bon, là, c'est d'autres fonctionnements, mais du coup, sur des Nexo, tout ça, le business, il est solide parce qu'en gros, c'est le même business qu'une banque, Société Générale, BNP, etc. Sauf que leur coût de fonctionnement est divisé par 1000. Ils n'ont pas 10 000 agences, ils n'ont pas 50 000 employés, tu vois, ils ont 200 employés, ils ont un seul bureau. Donc, ils ont des coûts qui sont très, très, très faibles. Donc, ils ont des marges qui sont beaucoup plus élevées. Et donc, voilà. Donc, en gros, le business est solide. Après, la question, c'est de se dire, est-ce que dans un bear market de crypto-monnaie, est-ce que le business continuerait à fonctionner? Je pense que oui, parce que du coup, Nexo, tu vois, ça a été lancé en 2018. Donc, on était encore en bear market des crypto-monnaies, quoi. Le Bitcoin était, je sais pas, il oscillait autour de 2000 euros ou entre 2000 dollars, pardon, dans ces eaux-là. Et du coup, le système fonctionnait bien. Donc, je pense ils sont préparés à un prochain bear market. Tu vois, ils sont quand même très sécurisés d'un point de vue tout ce qui est hack, etc. Ils ont des filets de sécurité financiers si jamais tout le monde retire son argent. Bon, bref, ils ont pas mal de trucs, mais comme n'importe quel business, ça a un risque, hein. Il faut pas se dire je vais mettre 100% de mes économies là-dessus. Parce que oui, je ne sais pas, si demain ils font faillite, tu as moins de sécurité que dans une banque. Donc voilà, quoi, le risque, il existe, il est beaucoup moins fort comment dire, d'investir dans, je sais pas moi, des cryptos qui sont un peu jeunes et tu vois, enfin, je sais pas, Dogecoin ou autre, même si là c'était un bon investissement ces derniers temps, mais bon, voilà. Donc ouais, les business sont assez solides. Tu vois, BlockFi aux US, ils ont levé, je sais plus, mais 350 millions de dollars parmi les plus gros VC. Donc, ça veut pas forcément dire que la boîte va pas couler, hein, attention, mais encore une fois, c'est un signe d'optimisme et c'est toujours ça que je regarde. Et donc voilà. Ok, super complet comme réponse. Donc on voit que c'est un sujet qui est loin d'être simple. On va changer de type d'investissement, mais pour ceux que ça intéresse plus en détail, on vous a mis un code dans le chat pour pouvoir vous inscrire gratuitement à la newsletter de Johan, donc à Snowball. Et il fait notamment des éditions dessus où vous pourrez trouver des informations en détail. Et on aura peut-être le temps aussi de poser les quelques questions sur le sujet à la fin aussi. Ouais. Là, on va passer à une grande alternative que tu proposes dans tes éditions, c'est l'immobilier. Voilà, ça paraît assez impressionnant. On ne se dit pas, je suis étudiant, je vais investir dans l'immobilier. Voilà, on a l'impression que c'est réservé à ceux qui ont plusieurs zéros à dépenser. Ouais. Mais alors, est-ce que pour toi, c'est une bonne idée quand alors on est étudiant, on est en sortie d'école, on vient de signer un CDI. Est-ce que l'immobilier, c'est un bon investissement?
Euh, je pense que c'est un peu comme tout. Je te dirais que le, le plus important, c'est déjà de diversifier. Et je pense que dans un objectif de diversification, l'immobilier est un très bon investissement. Donc oui. Euh, Après, il y a des gens, ils font de l'immobilier 100% de leur investissement et ça fonctionne. Et donc, c'est possible, hein. Après, ça demande des efforts et quand même une certaine, comment dire, pas mal d'énergie. Mais ça fonctionne bien. Moi, je vois plutôt l'immobilier comme une façon de diversifier mon portefeuille. Donc ça, c'est ma vision à moi. Et je pense que oui, c'est un bon investissement parce qu'en gros, l'avantage de l'immobilier, c'est que non seulement on peut bénéficier de l'effet de levier. Donc l'effet de levier, en gros, c'est de pouvoir investir sans avoir d'argent, entre guillemets, parce que du coup, l'appartement, la maison, l'immeuble, etc., que vous achetez, c'est pas vous qui le payez, c'est la banque. Bon, évidemment, il faut rembourser la banque, mais en tout cas, vous bénéficiez de cet effet de levier pour pouvoir justement créer un patrimoine. Donc ça, c'est le premier truc, chose qui est quasiment impossible avec des actions. Tu vois, tu peux pas aller voir la banque, leur dire j'ai envie d'emprunter pour aller investir dans des actions ou dans des cryptos. Encore moins dans les cryptos, ils vont, ils vont rigoler et ils vont te virer de leur banque. Mais l'immobilier, c'est possible. Donc ça, c'est cool. Et après, l'avantage aussi de l'immobilier, c'est que non seulement c'est un bien, enfin, acheter un bien, il va, j'espère, prendre de la valeur avec le temps. Donc, évidemment, ça dépend des villes, hein. Il y a des villes, il y a des effets de bulle aussi, hein, dans les villes. Des fois, il y a des villes, voilà, ils ont cartonné pendant quelques années. Puis, je sais pas, moi, l'usine principale qui faisait tourner l'économie de la ville, elle s'en va. Et du coup, en fait, le marché s'écroule de l'immobilier dans cette ville. Et en fait, vous auriez perdu de l'argent si vous aviez investi dans cette ville, quoi. Donc ça peut arriver. Mais par contre, je pense qu'il y a certaines villes où c'est toujours Paris, Marseille, etc. C'est des marchés qui sont dynamiques et c'est possible d'investir dans quand même pas mal de villes en France qui sont peu risquées. Donc voilà, donc déjà, c'est bénéficier d'une plus-value sur un bien qu'on a acheté, un peu comme si aujourd'hui on achète une action, dans 10 ans, elle aura pris de la valeur, là, son bien, il aura pris de la valeur aussi. Et le deuxième avantage, c'est si on investit pour louer, c'est de générer des revenus qu'on appelle passifs. Donc en gros, revenu passif, c'est juste qui ne proviennent pas d'un travail, voilà, comme si vous étiez en post-marketing dans une boîte, etc. C'est pas vraiment passif parce que ça demande quand même de l'énergie, donc j'aime pas trop ce mot passif, mais ouais, vous avez compris l'idée, quoi. Et du coup, cet argent que vous obtenez de la location de votre bien, potentiellement, vous pouvez le réinvestir. Donc, en gros, il y a encore une fois cette idée d'effet boule de neige, c'est que voilà, l'argent crée de l'argent et l'argent qu'a créé votre argent crée encore de l'argent et ainsi de suite, quoi. Et du coup, c'est un peu infini. Et plus le temps avance et plus en fait cette boule de neige elle augmente rapidement, quoi, et elle devient vite énorme, très vite. Enfin, Warren Buffett, il a fait, je sais plus quelle était la stat, mais Warren Buffett, c'est un peu un des plus grands investisseurs au monde, et je crois que je sais plus, mais 90% de sa richesse a été fait vers la fin de sa carrière, quoi. Parce que justement, c'est cet effet boule de neige qui a fait que d'un coup, ça explose et ça cartonne, quoi. Donc voilà, donc l'immobilier, pour moi, c'est avantageux pour ça. Et c'est aussi décorrélé d'autres actifs. Donc en gros, vous pouvez très bien avoir un marché financier, donc la bourse qui s'écroule, mais un marché de l'immobilier qui reste plus ou moins stable. Et du coup, c'est une protection pour votre portefeuille d'investissement, en fait. Parce que si votre portefeuille d'actions, il a perdu, je sais pas moi, 80% parce que le marché s'écroule, et que vous avez diversifié avec de l'immobilier, du coup, votre portefeuille, il aura pris moins cher que si vous aviez que des actions, quoi. Donc, c'est toujours pour ça que c'est intéressant de diversifier. Donc, voilà. Donc, c'est pour cette raison-là, pour moi, que je pense que c'est intéressant d'investir dans l'immobilier.
Donc voilà, en gros. Après, je sais pas si tu veux que j'aille en détail sur voilà, quand tu es jeune, vers quoi tu peux aller et tout ça, mais Euh, Après, en détail, je ne sais pas, mais on avait reçu aussi des questions. On en a reçu une dans le chat de Benjamin, qui demandait ton opinion sur les plateformes de crowdfunding IMO, par exemple Anaxago, Limo ou Community, où en gros on peut investir dans un projet immobilier et avoir des intérêts. Je crois que c'est autour de 9% annuels en général. ouais. Non, mais ouais, j'aime bien pareil, j'aime bien ces plateformes et pour moi, c'est quand même. Euh, alors oui, ça reste de l'immobilier, ça c'est sûr, mais ça se rapproche plus du marché financier. Donc, comme si tu achetais, parce qu'en gros, tu achètes des obligations. Donc, en gros, tu prêtes de l'argent, enfin, tu achètes une obligation à quelqu'un et c'est comme si tu lui prêtais de l'argent, quoi, tout simplement. Et lui, il te rembourse avec des intérêts. Donc, c'est ça le système des plateformes de crowdfunding. Et oui, et c'est vachement intéressant. Il y a enfin oui, Anaxago, Limo, etc. Limo et l'YMO, je crois. Par exemple, Limo, je crois que sur tous les projets qu'ils ont mis en place, il n'y en a aucun qui a fait défaut. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui avaient investi, ils ont toujours récupéré leur argent avec les intérêts. Donc, tu vois, ça, c'est une source de confiance quand même. Donc voilà, donc ouais, pour moi, c'est un bon moyen de diversifier avec voilà, quand on n'a pas énormément quand on n'a pas énormément de capital, on ne peut pas s'acheter un appart ou autre. Ça peut être intéressant d'aller sur des plateformes comme ça. Donc voilà, et c'est assez, pour moi, c'est assez safe en général. Il y a toujours un risque, mais voilà. Ok, ok. Et dans une autre thématique, tu as également, je pense, investi dans des actifs un peu plus originaux, entre guillemets. Je pense Mhm. notamment aux startups, je crois, ou même aux œuvres d'art. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément, ouais. Encore une fois, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est que là, depuis quelques années, il y a un peu la rencontre entre l'univers de la technologie et de l'investissement, et du coup, ça donne naissance à plein de nouveaux produits. Donc, tu parlais des œuvres d'art, donc moi j'utilise un service qui s'appelle Masterworks, je crois que c'est masterworks.io, qui permet d'acheter des parts d'œuvres d'art. Donc d'œuvres d'art, c'est vraiment des œuvres d'art, quoi. C'est du Monet, c'est du Banksy, c'est du Warhol, c'est du Soulage, bon bref, vraiment des grands artistes. Et donc, alors là, tu vois, alors on parle pas de millions de dollars, mais on parle pas de centaines d'euros non plus. Je crois que le minimum pour acheter une part de tableau, je crois que c'est 2500 $, donc 2100 euros, je pense, à peu près actuellement. Donc ça reste accessible, mais ça nécessite quand même un minimum d'épargne, quoi. Et donc là, sur les œuvres d'art, ça dépend les artistes et ça dépend combien de temps tu le gardes, etc. Mais c'est entre du 9% et certains sont à 20% par an sur les retours. Donc voilà, ça c'est intéressant. Après, c'est des actifs qui sont moins liquides. Donc liquide, ça veut dire que je peux les revendre très rapidement, je vais trouver un acheteur. Alors là, même si Masterworks, ils ont une plateforme sur leur site qui permet de vendre ces actions, même avant qu'ils aient vendu le tableau, à d'autres personnes qui souhaiteraient en acheter. Donc potentiellement, c'est possible de faire une plus-value même avant qu'ils aient vendu le tableau. Mais ça reste, voilà, si on a besoin de l'argent demain, c'est compliqué, tu vois, de revendre vite fait, quoi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, oui, les startups, c'est encore moins liquide. Ça, je pense qu'en termes de liquidité, c'est le pire. Parce que, oui, tu vas investir 5 000 € en startup. En vrai, tu sais pas quand est-ce qu'elle va se faire racheter ou quand est-ce qu'elle va rentrer en bourse. Donc, c'est vraiment, là, c'est du long terme, quoi. Ou alors, quand est-ce qu'elle va faire une nouvelle levée de fonds et que tu pourras revendre tes actions à un nouvel investisseur. Donc, assez compliqué. Et puis, c'est aussi plus compliqué d'accès. C'est soit tu as un réseau et donc tu connais des gens dans l'univers startup et ils te disent ah bah tiens, il y a un tel, ils font une levée de fonds, si tu veux mettre un ticket, vas-y. Ça, c'est quand on commence à avoir un bon réseau.
Et sinon, il commence à y avoir pareil, tu vois, Anaxago, parfois, ils proposent d'investir dans des startups. Il y a Crowdcube au Royaume-Uni. République. Ouais, République, Trade Republic, ouais. Donc, il y en a pas mal qui commencent à voir le jour. Je crois qu'il y a Deal Cab ou Deal Club, je sais plus. Bon, je sais plus. En France, qui va essayer de faire une place de marché où du coup les gens pourront vendre leurs actions avant que la boîte elle ait fait un exit ou une entrée en bourse, et d'autres pourront l'acheter. Donc tu vois, ça va créer de la liquidité sur le marché des startups. Mais bon, c'est pas encore ça. Et voilà, et avec des plateformes comme Anaxago, Crowdcube, Trade Republic, etc., c'est possible d'investir avec des plus petits montants. Parce qu'en général, tu vois, quand tu es un business angel, ça va être du minimum 20 000 euros. Donc, c'est quand même des grosses sommes. Par contre, sur du Crowdcube, des fois, ça commence assez bas, quoi. Tu vois, ça peut être quelques centaines d'euros. Donc, ça peut être intéressant pour diversifier. Mais voilà, c'est quand même des investissements très risqués et il faut vraiment le prendre en compte. De toute façon, dans n'importe quel investissement, on va vous dire que la règle, c'est de se dire potentiellement, je peux tout perdre, quoi. Mieux vaut, comment dire, raisonner comme ça. Pour toujours prévoir un peu son scénario catastrophe et se dire ok, ça va pas me mettre dans la merde, quoi, en fait, si je perds tout, quoi. Donc voilà, toujours à garder ça en tête, c'est vraiment très important, quoi. Parce que il y a eu pas mal d'histoires aux États-Unis justement avec Robinhood, avec l'affaire GameStop, AMC, etc., où il y a des gens qui avaient non seulement investi dans des actifs très risqués, mais en plus qui avaient joué avec des effets de levier. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient mis 100 euros avec un effet de levier fois 100. Donc, en gros, ça veut dire que tout était multiplié par 100, que ce soit les pertes ou les gains. Et donc, ils se sont retrouvés, en gros, parfois avec des pertes de plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Enfin, vraiment des trucs gigantesques. Il y a eu plusieurs cas de suicide et tout. Donc, enfin, voilà, il ne faut pas prendre ça à la légère et faire toujours gaffe. C'est pour ça que moi, je dis toujours à tout le monde d'éviter les effets de levier. N'achetez pas des produits qui peuvent vous faire perdre plus que ce que vous avez investi, parce que c'est vraiment très, très chaud, quoi, à ce moment-là. Voilà, c'était une petite parenthèse. Ok, merci beaucoup. Alors, on a reçu une question de Florent Giraud qui va faire une superbe question de conclusion et de rappel pour ceux qui sont un peu perdus à travers la conférence. Florent, il nous demandait, avec un risque mesuré et une stratégie long terme, quelle stratégie d'investissement préconiser quand on sort d'école? En prenant, par exemple, toutes les solutions dont on vient de parler, que ce soit l'immobilier, les crypto-monnaies, les actions, l'art. Ouais. Du coup, moi, je pense que quand on sort d'école, voilà, on n'a pas une épargne gigantesque, donc, disons, partons sur... on va faire simple, on va dire, on a 100 euros par mois. Enfin, vraiment, on va partir sur un truc simple, comme ça, c'est facilement mesurable. Moi, ce que je ferais personnellement, à votre place, et ce que j'aurais aimé faire à l'époque, c'est, en gros, j'aurais fait 20% crypto, donc 20 euros tous les mois, que j'aurais fait certainement 50-50 Bitcoin, Ethereum. Je ne me prends pas trop la tête et je reste basique. Et le reste, 80%, je me serais focalisé sur les marchés financiers. Par contre, je l'aurais séparé en moitié, donc 40 euros sur un type Yomoni, donc une assurance vie, qui va investir à votre place par rapport à un niveau de risque que vous avez choisi. Donc, qui peut aller du modéré au très risqué. Donc, voilà, j'aurais mis 40 euros là-dessus parce que l'avantage, c'est que dans plusieurs années, vous allez être exonéré de la taxe sur les plus-values. Et les 40 euros restants, je les aurais mis sur des actions que j'aurais choisies moi. Donc là, je me serais ouvert un compte titre, je ne sais pas, sur Revolut ou eToro ou Interactive Brokers, enfin peu importe. Et j'aurais diversifié sur pas des centaines d'entreprises, mais je dirais entre 5 et 10 sur des secteurs un peu différents.
Donc voilà, moi j'aurais fait ça, enfin rester très simple au début. Donc voilà, 20% sur les cryptos, 80% sur les marchés financiers, dont 50% sur une assurance vie et 50% sur un compte titre classique. Et investir sur le compte titre classique entre 5 et 10 entreprises pour quand même diversifier. Voilà, après, je pense que plus l'épargne elle augmente et plus on peut aller diversifier vers d'autres produits, tu vois, dans l'art, etc. Mais pour moi, c'est pas forcément nécessaire au début, quoi. Il faut vraiment rester simple dans un premier temps, commencer à se créer son patrimoine financier et petit à petit, on diversifie avec le temps, quoi. Oui, c'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas beaucoup de diversifier au début. Mais Ouais. c'est vrai que tu mets souvent l'emphase sur l'importance de savoir diversifier ses investissements pour éviter justement qu'une catastrophe dans un domaine entraîne des catastrophes partout. Ouais. C'est quelque chose que tu mentionnes souvent, effectivement. Ouais. Bah ouais, il faut se dire qu'en gros, il y a la loi de Pareto qui s'applique aussi, je pense. Enfin, en grande majorité, elle s'applique aussi dans les investissements. C'est que tu as environ. C'est pour ça que j'aime bien investir dans les cryptos, parce que du coup, je me dis que potentiellement, ça peut être. Tu vois, c'est pour ça que je dis 20%, parce que 20%, je me dis, bon, si ça tombe à zéro, bah, tant pis, j'aurai 80% qui ne seront pas à zéro parce que j'aurai investi ailleurs. Par contre, potentiellement, comment dire, l'upside, donc la prise de valeur de ces cryptos peut être assez gigantesque. On touche du bois, on verra. Mais du coup, qui peuvent permettre d'avoir des retours vraiment très forts. Donc, en gros, ces 20%, ça limite le risque tout en permettant de s'exposer à une forte prise de valeur et donc à un portefeuille qui est en gros boosté quoi, grâce à ça. Donc voilà, quoi. Ok, super. Alors, on va passer au Q&A. Juste avant, je tenais à remercier d'abord tous ceux qui sont participants, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, et à rappeler que n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur les réseaux, puisqu'on aura bientôt plusieurs autres talks aussi passionnants, notamment avec le Chief Financial Officer chez Moët Hennessy ou encore une Managing Director en M&A à Lazare, qui arrive dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur les différentes pages ESSEC Transactions. On va maintenant passer au Q&A, donc les différentes questions qu'on a reçues, soit avant, soit au cours de notre discussion. Puis je vais laisser donc David poser la première question. Yes, merci. On a d'abord une question de Tom Noël, qui est, je crois, un de tes plus grands fans sur Snowball, qui demande, c'est une question un peu qui mélange les crypto-monnaies et l'immobilier. Ouais. Et il demande si tu as un avis sur Realty, qui fait référence, je crois, à la tokenisation de biens immobiliers. Ouais. Ouais, mais clairement, moi, je trouve le modèle fascinant et je pense que c'est un bon cas d'utilisation de la blockchain. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, ils achètent une maison aux États-Unis parce qu'ils sont basés aux États-Unis, mais ils sont français, il doit y avoir quelques Américains. Bon, bref, ils sont assez internationaux, mais bon, c'est des biens US. Donc, ils achètent une maison, ils vont la tokeniser. Donc, en gros, ils vont la mettre sur la blockchain et ils vont créer des parts de cette maison qui vont être donc des tokens quoi, que vous pouvez acheter, un peu comme des actions d'une entreprise, on va dire, si on veut simplifier. Donc, vous achetez des parts de cette maison et en gros, les revenus locatifs vont être redistribués selon le nombre de tokens que vous avez. Donc, je crois que le minimum, c'est à peu près $50. Donc, on peut s'acheter une part d'une maison américaine pour $50 en gros, et recevoir le prorata donc des revenus locatifs. Et du coup, ouais, non, je trouve ça assez fascinant parce que du coup, ça permet d'accéder du coup comme je disais, tu vois, acheter une maison aux US, ouais, c'était impossible il y a 20 ans. Même aujourd'hui, tu vois, c'est compliqué en étant français. Donc là, ça t'ouvre les portes à de nouveaux investissements. Donc moi j'aime bien. Après, pour moi, encore une fois, c'est un moyen de diversifier. C'est pas une source principale de revenus, mais je trouve ça assez cool. En plus, quand on n'a pas énormément de capacité d'épargne, c'est assez cool, tu vois, de se dire que tu peux mettre $50 une fois de temps en temps. Et ça te génère un petit revenu et potentiellement une plus-value quand la maison sera revendue et qu'elle aura pris de la valeur, quoi. Donc voilà. Mais ça reste un business très jeune.
peu réglementé encore, donc avec potentiellement des risques réels, à la fois des risques réglementaires. Si demain le gouvernement américain dit no way, en fait on arrête tout ça, voilà, moi je pense qu'ils rembourseront les investisseurs, mais bon, ça reste un risque, donc toujours prendre en compte cette partie-là. Ok, trop cool, super clair. On avait aussi une question de Jean-Émeric Fourage qui tenait à te féliciter pour le nombre d'abonnés obtenus en si peu de temps et il se demandait Merci. c'était quoi tes astuces et stratégies pour en obtenir de plus en plus. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment de stratégie. C'est essentiellement le bouche à oreille, donc c'est cool. Et après, je pense que le fait d'être transparent sur tu vois, comment je construis Snowball, même le fait d'être transparent sur ses investissements, tout ça, ça permet justement de créer de la confiance et de générer du bouche à oreille plus facilement. Et je partage aussi régulièrement, tu vois, sur les réseaux sociaux où j'en suis de Snowball, et régulièrement, tu vois, ça va me ramener quelques centaines de nouveaux abonnés. Alors gratuits, après il y en a qui vont convertir sur du payant, mais ça j'ai pas calculé. Mais donc je pense que voilà, c'est 80% bouche à oreille, et le 20% c'est quand je partage sur les réseaux sociaux, ou comme aujourd'hui, tu vois, quand je viens parler quelque part, ou que je suis invité à un podcast ou autre. Mais voilà, quoi, il n'y a pas de secret marketing, growth hacking ou autre. Ok, merci pour ta réponse. Ensuite, on a Nils Hellman qui nous demandait tout à l'heure à propos des cryptos. Selon toi, comment tu diviserais ton portefeuille entre Bitcoin et Ethereum? Est-ce qu'il faut faire un 50-50 ou est-ce qu'il faut mieux privilégier l'un des deux? Moi, jusqu'à récemment, j'étais 70% Bitcoin et 30% Ethereum. Et là, je suis en train de revoir un peu, et je vais passer plutôt sur du 60-40. 60 Bitcoin et 40 Ethereum. Alors, c'est assez, c'est assez arbitraire hein, comme choix. Je pense qu'en vrai, idéalement, je ne vais pas tarder à faire du 50-50 parce que je crois vraiment aux deux, et je me dis qu'ils ont tous les deux un gros potentiel et toujours une grosse marge de progression. Donc, je pense que si vous voulez faire simple, faites 50-50 et franchement, pour moi, c'est une bonne répartition. Hein. Les deux, pour moi, les deux ont vraiment un futur assez brillant, quoi. Donc moi, je ferais comme ça. Je pense que si je repartais de zéro, je ferais ça, et je pense que c'est ce que je vais faire prochainement. Ok, réponse très claire comme d'habitude, merci. Et on a Mérin ou Mérine, alors je suis navré si j'écorche le nom, mais qui nous demande, un petit peu plus exotique comme question, quel serait le meilleur conseil que tu aurais donné au Johan de 23 ans et comment lui, il voyait Johan dans 5 ans? Oula. C'est difficile, là, c'est un petit peu méta. Alors, Yoann de 23 ans, qu'est-ce que je lui dirais je lui dirais mets tout dans Tesla ou mets tout dans les bitcoins. Parce que si tu sais ce qu'il va gagner, t'en le faire, quoi. T'as plus besoin si tu connais le futur, tu n'as plus de soucis de diversification. Hein. Ça, c'est l'avantage. Non, j'aurais dit tout dans les bitcoins, tout dans les bitcoins, parce que je pense que c'est celui qui a pris beaucoup plus de valeur même que Tesla. Mais non, mais blague à part, je lui dirais investis très tôt, même si c'est des toutes petites sommes, parce que c'est vrai que c'est un truc que je faisais pas naturellement. Parce que je pense que comme beaucoup de personnes, je me disais, ça nécessite, tu vois, d'avoir un certain budget qui est assez conséquent. Et en fait, pas forcément. Tu peux. Alors à l'époque, quand j'avais 23 ans, on était en quelle année? J'avais 23 ans, 2005, 2013. Ouais, si, je pense que c'était peut-être. Ah, quoique non, c'était pas possible d'acheter des fractions d'actions, donc j'aurais dû attendre, économiser plusieurs mois pour m'acheter une action. Mais du coup, j'aurais dit, voilà, investis très jeune, très tôt, même si c'était toute petite somme. J'avais fait un calcul, je crois, mais mettre que 10 € tous les mois sur
sur 15 ou 20 ans, ça dépasse les 100 000 euros, quoi, si on l'avait investi sur un produit basique qui reproduit le marché américain, donc le S&P 500, l'équivalent du CAC 40. Donc, c'est gigantesque quand on y réfléchit, quoi. Bref. Et du coup, qu'est-ce que j'aurais pensé d'Yuan dans 5 ans à 23 ans? Bah, ouais, à 23 ans, ouais, je sais pas, je voulais créer une entreprise, donc je m'imaginais chef d'entreprise, tête de ma start-up, quoi. Ça, c'est arrivé un peu plus tard, mais c'est arrivé, quoi. Mais voilà. Ok, trop cool. Du coup, une petite dernière question de Pierre Thierry, comme ça on peut finir à l'heure. Il demande quel était ton tout premier placement ou ta première astuce, ta façon smart de faire de l'argent et à quel âge? Ouais, ce que je disais tout à l'heure, mon premier placement, bah, c'était Apple. C'était Apple. Et c'était autour de 2008. Je crois que c'était juste après qu'ils aient annoncé l'iPhone. Ouais, donc j'étais vraiment au bon moment, quoi. Et j'ai pas été devin, tu vois. J'aurais jamais pu prévoir le succès de l'iPhone plus tard et du coup l'action Apple qui explose. Mais c'était juste, voilà, une boîte que j'admirais, où j'y croyais beaucoup, tu vois. J'étais très optimiste, encore une fois. Je pense que c'est un bon premier filtre. Et l'astuce pour faire de l'argent, j'ai pas vraiment d'astuce pour faire de l'argent, mais ouais, pour moi, la meilleure de toutes les astuces, c'est juste commencer et investir régulièrement, quoi. Même si vous savez pas quelle action acheter ou quoi que ce soit, vous achetez un ETF. Un ETF, en gros, c'est un produit c'est comme si vous achetiez un panier d'actions, quoi. Donc, en gros, plutôt que d'aller sélectionner Tesla, Apple, etc., vous achetez l'ETF S&P 500, donc, qui est l'équivalent du CAC 40 américain, et vous investissez tous les mois dans ça. La moyenne sur les États-Unis, c'est entre 8 et 13% sur une année de croissance. Donc, voilà, ça sur 30 ou 40 ans, ça vous fait quand même une sacrée somme, quoi. Et puis voilà, rien n'empêche après de diversifier, d'aller sur des autres produits. Donc, voilà, première règle, c'est investir, et deuxième règle, c'est investir régulièrement, quoi. Donc voilà, Parce que ça peut faire effet snowball. exactement. Et je pense que c'est la bonne phrase pour conclure ce talk. Exactement. Merci vraiment beaucoup, Johan, d'avoir répondu à nos questions et aux questions des participants. Avec plaisir. Donc, ils peuvent s'inscrire avec le lien qu'on leur a renvoyé, que Walid leur a renvoyé dans le chat. Ouais. C'était un grand plaisir. Merci à tous. Je me permets avant juste de vous dire, pour ceux qui m'ont demandé, le talk, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard ou qui ont eu des problèmes de connexion, qui voulaient donc revoir ce que Johan avait dit ou peut-être prendre note justement, on va laisser le replay disponible quelques jours sur notre page Facebook. Donc, vous pourrez consulter ça. Et ensuite, si vous n'arrivez pas à y accéder pour une raison X, vous pouvez toujours nous contacter. On vous enverra le lien du replay. Donc, c'est pour ceux qui m'ont demandé. Merci beaucoup encore, Johan. C'était très Avec intéressant. plaisir. Merci beaucoup, Johan. Merci à tous les participants d'être venus avec vos questions. C'était un vrai plaisir. Et abonnez-vous à Snowball. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions sur LinkedIn ou directement sur mon mail, Snowball, je réponds avec plaisir. Bonne fin de soirée à tous. Ciao tout le monde. Au revoir. Ciao. Ciao, merci.